qui m'a marqué, c'est ses qualités physiques. Le physique d'Asma, sans sa deuxième qualité, pour moi, il serait inopérant, enfin, il serait dysfonctionnel. La deuxième qualité, elle est déterminante dans le fait qu'Asma ait pu développer son potentiel physique. C'est ses qualités humaines, particulièrement son envie de s'accomplir et de s'épanouir sur un tapis de judo. Pour moi, les deux qualités principales d'Asma, je dirais déterminée et audacieuse. Quelqu'un d'exceptionnel et, je dirais, curieuse. C'est une fille qui est très concentrée sur son objectif. Elle fait preuve au quotidien beaucoup d'abnégation. Asma Niang, judokate internationale dans la catégorie de moins de 70 kg, internationale marocaine, qui combat pour le club de Ponto Combo. Et actuellement, je suis dans le top 8 mondial, 5e dans la ranking list. Est-ce que tu peux nous dire où tout a commencé? Pourquoi le judo et pas un autre sport? Alors, toute une longue histoire. Hein. C'est, comme je dis, mon parcours il était un petit peu atypique. Moi, j'ai toujours voulu faire les jeux. Puis voilà, tout le monde sait ça. C'était mon rêve depuis enfant. Et puis, je cherchais un sport olympique, donc j'ai tout essayé. J'ai essayé l'athlétisme, j'ai fait du hand, j'ai fait plusieurs sports. Et puis voilà, le destin, il fait qu'une fois, je suis rentrée dans une salle à l'âge de 20 ans, à Villiers-sur-Marne, où j'ai vu mon premier prof, qui a accroché tout de suite avec moi, qui a cru en moi. Et voilà, et l'aventure, elle a commencé à l'âge de 20 ans. Donc c'était vraiment le destin. Je pense que c'est le judo qui est venu me chercher et c'est pas moi qui est venu chercher le judo. Comme je disais, mon rêve c'était de faire les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que personne n'y a cru quand j'ai dit à 20 ans que je ferais un jour les Jeux Olympiques. Et mon parcours il a été assez atypique là-dessus. Et je l'ai un peu gardé pour moi. Et il y a certaines personnes à qui j'étais persuadée. C'était vraiment une certitude. Puis comme on dit, la phrase qui est sûre dans ma tête, c'est on est ce qu'on croit être. Donc voilà, j'étais persuadée que je ferais les Jeux et ça s'est passé. Donc voilà, peut-être que par mon abnégation aussi. Aujourd'hui, tu fais partie des meilleurs mondiaux. Quand on est dans le haut niveau, c'est quoi la journée type de Asma? Alors ma journée type, elle est chargée, elle est très chargée puisque un réveil très matinal. Donc tout dépend parce que moi j'ai ma société qui s'appelle Mind Over Matter, donc qui est aussi dans l'accès dans la prépa physique autant que la prépa mentale. Donc ces deux piliers de la performance. Donc j'ai choisi de travailler dans ce domaine parce que je suis très passionnée par ces deux piliers de la performance. Et donc, du coup, j'en ai fait mon métier. Donc, le double projet d'athlète de haut niveau et tenir ma société. Et donc, du coup, journée type, on va dire, le matin, ça va être mon entraînement personnel. Après, je vais avoir des jeunes que je coach. Donc là, en ce moment, je m'occupe de certains cadets qui sont en devenir pour 2024 à Paris, les Jeux Olympiques. Et donc je m'occupe de leur préparation physique. Donc j'ai aussi justement Alex Maria qui est en préparation mentale. Tout dépend du planning. Et puis après du coup j'ai une petite pause. Et après je repars faire des soins. Ça dépend, je vais voir mon kiné. Et puis après judo le soir. Voilà, où je pars à l'institut du judo ou au club. Et puis le soir, dodo. Donc c'est vrai que mes journées elles sont très chargées avec le boulot et les entraînements. C'est un réel sacrifice en fait quand on est athlète de haut niveau. Après un réel sacrifice sûr parce que c'est très fatigant de allier deux. Aujourd'hui, justement, je pense que la dernière année 2019, donc justement, si j'arrive à mon objectif d'obtenir des partenaires, donc des sponsors qui vont m'aider. Donc là, je vais lever le pied sur le travail forcément pour me consacrer sur ma dernière année de ma carrière justement pour le sacre olympique. Donc, mais pour l'instant, je peux pas. Donc, on va allier les deux. C'est un peu difficile, mais bon, je suis beaucoup sur s'adapter, dominer, vaincre. Donc si je suis fatiguée, j'essaie de réguler les entraînements. Et puis je me gère un peu toute seule ici en France. Parce que toute l'équipe du Maroc, elle est au Maroc. Et donc du coup, ça mène à être beaucoup plus assidu, avoir des règles, une grosse discipline. On est obligé d'être discipliné forcément parce qu'il n'y a personne qui nous attend pour s'entraîner. Donc je suis obligée de mettre mon réveil pour faire mes préparations physiques, préparations quotidiennes. Il n'y a personne qui m'attend au judo, mis à part qu'il y a un club qui me soutient. Mais c'est une démarche assez personnelle parce que je suis au cœur de mon projet. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et ça marche pour l'instant. C'est fatigant. Je ne dis pas que des fois c'est très fatigant, hein. Je reste humaine. Mais
avec l'expérience, j'arrive à mieux gérer ça. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre Marek, je suis sportif de haut niveau dans la discipline du judo. J'étais donc 2 fois champion de France première division de la catégorie des moins de 66 kg. J'ai participé à plusieurs reprises au tournoi de Paris, au Grand Slam de Paris. Malheureusement, voilà, j'ai pas eu encore les résultats attendus que j'espérais. J'ai participé au championnat d'Europe en 2017 et voilà, je suis licencié à côté à l'ESBM Judo qui est au Blanc-Ménil et à côté je suis étudiant en master 2e année dans l'entraînement de haut niveau. Comment en es-tu venu à contacter Asma? Alors c'est un peu particulier, j'ai rencontré Asma au judo club de Ponto Combo parce qu'elle était dans le même club que ma copine et en fait on s'est connus sur les entraînements et sur tous les tournois internationaux que j'ai pu faire. Donc voilà, malheureusement je ne performais pas à l'international, il y avait un certain blocage et c'est elle qui est venue vers moi parce qu'on se côtoyait un petit peu sur les tournois et elle est venue me voir en me disant écoute Alexandre, je peux t'aider sur l'aspect de la prépa mentale et je peux t'accompagner pour faire en sorte que tu passes que tu aies le déclic qu'il faut pour aller accrocher des performances au niveau mondial et européen. On sait que Asma elle a commencé assez tard dans le haut niveau, qu'aujourd'hui elle représente le Maroc et elle n'a pas forcément tous les moyens autour. Est-ce que son expérience dans le haut niveau t'a influencé sur tes choix à toi? Oui, elle m'a beaucoup influencé, elle m'a beaucoup même apporté, ne serait-ce sur la prépa physique où j'ai commencé très très tard la prépa physique. Je l'ai même un peu négligé auparavant. Pour vous dire, j'ai vraiment commencé à m'y concentrer à partir de 23 ans. Et avant ça, j'ai eu beaucoup de blessures. Et maintenant qu'elle m'apporte de ce point de vue-là, par des notions qui sont très spécifiques à ça, et ça m'a apporté. Et puis aussi du point de vue de la prépa mentale, où voilà, elle m'accompagne au quotidien dans mes performances, pour que je sois plus précis, plus concentré sur ce que je fais. Et que voilà, que ça marche tout simplement. On sait que tu travailles avec Asma depuis maintenant février, depuis le tournoi de Paris-Bercy 2018. Est-ce que tu ressens une différence aujourd'hui par rapport à avant? Alors oui, je ressens une différence dans mes objectifs. Ils sont vachement précis. Elle m'a permis de me concentrer sur certains points. Avant, j'avais des objectifs, mais ils n'étaient pas autant précis. Donc maintenant, elle m'accompagne dans ce point de vue-là à justement me recentrer sur moi, me poser les bonnes questions, à me fixer des objectifs précis, que ce soit en prépa mentale pour bien analyser mes défaites ou justement les combats que j'ai bien réussi à entreprendre. Sur ma concentration, comme j'ai dit tout à l'heure, où voilà, vraiment maintenant je fais l'effort d'être concentré sur chaque séance de prépa physique, sur chaque séance de combat, pour pouvoir justement gagner en intensité et en concentration. Alors maintenant, Alex, une question hors Asma. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent se lancer dans une carrière de haut niveau? Alors je leur donnerais déjà comme conseil d'y croire, de se donner à fond, de tout faire tout faire au quotidien pour réussir. Et je leur demanderais aussi tout simplement de s'entourer s'ils le peuvent de professionnels dans la performance, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan technique avec un bon entraîneur. Bon après ça c'est comme ça. Et sur le plan de la musculation, c'est surtout tout ce qu'il y a autour. C'est pas vraiment que de la force pure, c'est tout le travail de proprioception qu'il y a autour et qui nous sert beaucoup aujourd'hui dans le judo. Bonjour, je me présente, Kevin, 27 ans, je suis kinésithérapeute du sport depuis 6 ans. J'ai été diplômé en 2013. Ensuite, très vite, je me suis spécialisé dans le sport. J'ai eu l'opportunité de travailler avec la Fédération marocaine de judo, avec les équipes de France de gymnastique. Puis ensuite, depuis 2016, je suis sous contrat avec l'équipe de France de judo. Asma, on se connaît depuis 2012, quand j'étais encore qu'étudiant. Très vite, le courant est passé entre nous et on a collaboré ensemble jusqu'à aujourd'hui. On a eu l'occasion de partir ensemble aux Jeux de Rio. Voilà, affaire à suivre. Ok, alors, mon rôle au sein d'une équipe ou au sein du suivi d'un athlète, je dirais que le kinésithérapeute, il a plus un rôle d'accompagnateur, que ce soit sur le plan physique et sur le plan on va dire psychologique. Sur le plan physique, notamment pour essayer, on va dire, de jauger les répercussions que peut avoir l'entraînement sur le corps, notamment sur les différentes pertes de mobilité, sur s'assurer que l'athlète conserve bien toutes ses qualités motrices et son contrôle moteur. Avec Asma notamment, au début, Asma était venue me voir par exemple pour avoir essentiellement que des massages.
très vite, c'était pas possible dans un premier temps vu l'ampleur du travail à effectuer chez elle. On a beaucoup travaillé sur la réharmonisation des chaînes musculaires, l'importance de la prophylaxie. Aujourd'hui, je m'en occupe plus de ça puisqu'elle s'est même spécialisée dans ce domaine et elle y voue une vraie passion à la prophylaxie au quotidien. Aujourd'hui, je m'assure plus de la mobilité analytique sur ses points faibles et surtout un travail d'échange, on va dire plus psychologique pour m'assurer que de sa fatigue, de la monotonie de son entraînement et de m'assurer que tout va bien pour elle. Voilà, je dirais que voilà, pour revenir dessus, le kiné c'est surtout le plan physique et le plan psychologique, s'assurer que le corps fonctionne et bouge correctement et que la tête et le corps soient en cohérence. Avant d'être dans le haut niveau, donc athlète de haut niveau, tu étais sapeur-pompier. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce passé que tu as eu? Comment tu as fait ce choix-là? Alors, avant, justement, j'ai toujours lié le judo et les pompiers de Paris. Donc, j'ai passé 10 années de ma vie chez les sapeurs-pompiers de Paris. Donc, des très belles années de ma vie. Après, il fallait faire un choix parce que là, vraiment, pour le coup, allier les deux, c'est très, très difficile. Vraiment, la vie de pompier, il y a des contraintes. On est militaire, donc il y a beaucoup de contraintes par rapport à la vie d'athlète de haut niveau. Et puis, quand l'appel s'est offert à moi, déjà, je pense que j'avais fait le tour. J'avais fait le tour et j'avais envie de passer vraiment à autre chose. Donc voilà, j'ai fait vraiment le choix de décrocher mon casque et ma tenue de pompier de Paris, justement pour mettre le kimono pour juste finir ces 2 Olympiades en fait, parce que j'avais arrêté pour l'Olympiade de Rio. Et après les pompiers de Paris, je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai cette discipline, que j'ai une abnégation, j'ai un mental parce que c'est de la rigueur. Pompier de Paris, c'est vraiment de la rigueur. Je suis rentrée à la caserne, dans la structure des sapeurs-pompiers de Paris en tant que jeune fille. J'en suis sortie en femme, ça c'est une certitude parce qu'on mûrit, parce qu'on voit certaines choses, on grandit vite. Et c'est ce qui m'a aidé justement à tenir le coup dans le sport de haut niveau. Vraiment, parce que ça nous apprend tout simplement à la discipline. Et en fait, dans le sport de haut niveau, si on n'a pas de discipline, ça va être très très compliqué. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Vraiment beaucoup aidé pour le judo. Et donc voilà, j'en ai tiré un trait. J'ai des très bons souvenirs. D'ailleurs, je vois encore quelques collègues. Mais maintenant, je vois devant et puis sans regret. J'ai fait mon aventure chez les sapeurs-pompiers de Paris. J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et puis aujourd'hui c'est mon rêve olympique qui a pris le dessus parce que c'était un rêve depuis que je suis toute petite et je l'avais laissé de côté en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de le souligner parce que des fois on a plein d'objectifs, on a plein de projets et des fois il faut, même s'il y en a un qui nous tient à cœur, il faut être capable de le laisser de côté et de faire autre chose pour y revenir. Et donc j'ai été capable de faire ça. C'est qu'à un moment donné, je voyais que c'était compliqué d'être athlète de niveau tout de suite avec la structure. Je suis pas en France. Dans la structure en France, j'ai jamais été junior, je suis jamais, cadette ni junior ni minime. J'ai jamais été jeune en fait. Je suis rentrée senior 2e année tout de suite. Donc forcément, on va dire comme quelqu'un qui est autodidacte quoi. J'avais pas de diplôme quoi. Voilà, j'arrive, bonjour, je veux faire des jeux. Donc c'est vrai que les entraîneurs français ils vont pas forcément faire confiance, ce qui est normal. Et est-ce que ça peut faire peur au début quand tu avais quelque chose de stable quand même qui était les sapeurs-pompiers et d'aller dans un challenge, c'est parfois un challenge inconnu en fait. Là, là-dessus par rapport à ce que tu viens de dire, je vais prendre une phrase que j'aime beaucoup de mon entraîneur, qui pourra plus vous en parler, c'est de prendre des décisions exceptionnelles. Mais forcément, il y aura un résultat exceptionnel. C'est vraiment, quand on est capable de prendre... En fait, les Jeux Olympiques, c'est un... On va dire, c'est le sacre, c'est vraiment le rêve de tout le monde, de chaque athlète de niveau. Et on est très très peu y aller, peut-être même pas 1% de la population mondiale à pouvoir accéder aux Jeux Olympiques. Et je pense que si on ne prend pas une décision exceptionnelle, vraiment une bonne décision exceptionnelle, sortir de sa zone de confort, ou peut-être vraiment une grosse décision exceptionnelle pour que ça puisse marcher. Et moi, c'était à ce moment-là, je devais faire un choix.
C'est vrai que j'avais ma carrière militaire, je pouvais avoir la retraite. Enfin, j'étais dans un confort, même si le métier était difficile, j'étais dans un confort. Donc voilà, j'ai décidé de tout arrêter, de ne pas toucher de salaire pour partir représenter le Maroc, sachant que je repartais vraiment à zéro. Mais il fallait prendre cette décision et justement c'est ce qu'on appelle décision exceptionnelle. Et je l'ai pris, je ne le regrette pas. Si je devais reprendre, refaire une autre demain, j'en ferais une. Bonjour, je m'appelle Franck Bellard. Je suis un ancien international de judo, il y a très longtemps, dans les années 90, au XXe siècle. Et ensuite, je suis devenu entraîneur du judo club Ponto Combo en 2002. J'ai arrêté très récemment, en juin 2018. J'ai passé la main pour me consacrer pleinement à mes fonctions de formateur à l'INSEP, où j'exerce depuis 2011. Là, je suis passé responsable d'une unité de formation des entraîneurs olympiques notamment. Et donc c'est une mission qui est prenante, qui est passionnante et qui fait que c'est devenu un peu trop difficile pour moi de continuer à entraîner. Mais je continue à suivre quelques athlètes, notamment sur de l'accompagnement, du coaching et un peu de préparation mentale, et notamment Asma, que je suis depuis 2015 dans ce mode de fonctionnement-là. Depuis vendredi dernier, je suis devenu président du judo club Ponto Combo. C'est une autre façon de continuer à accompagner les athlètes en travaillant sur d'autres projets et sur le développement du club. La première fois que j'ai rencontré Asma, c'était, je crois, en 2004-2005. J'étais jeune entraîneur à l'époque, j'avais 28 ans et elle était toute jeune athlète. Elle venait de commencer le judo il y a quelques temps et la première fois que je l'ai vue, c'était sur le championnat de France 2e division. Elle n'était pas du tout dans mon club, mais je l'avais repérée. Elle a rencontré une des athlètes que j'entraînais à l'époque et je l'avais repérée parce qu'avec sa petite ceinture marron, je la connaissais pas et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette athlète hors du commun. J'avais été voir son entraîneur à l'époque que je connaissais et qui était dans un club un peu moins, une renommée un peu moindre que le nôtre aujourd'hui. Et du coup, je lui avais demandé c'est qui cette fille. Il m'a dit c'est Asma Niang, elle a commencé le judo il y a 2 ans et tout de suite pour moi elle sortait du lot. Donc ça c'était la première rencontre. Et quelques temps après, assez spontanément, assez naturellement, Asma qui venait de pas loin, elle s'entraînait à Ponto de temps en temps, au Nautile. Et elle est venue me rencontrer pour rentrer dans le club et faire partie de ce groupe qui était déjà une équipe féminine de renom dans le judo français. Et donc elle a intégré l'équipe en 2005 à peu près, pendant 3 ans, une première phase de sa carrière où elle était un peu à cheval entre les pompiers et le judo, sans forcément faire de choix prégnants. Et à l'époque, je lui avais dit en 2008 qu'elle ne s'entraînait pas assez pour pouvoir prétendre à des performances de très haut niveau, ce que je jugeais pas du tout, mais je lui avais dit qu'on ne pouvait plus continuer à la suivre au regard de la politique sportive du club. Elle avait changé de structure et elle a commencé à faire son parcours dans d'autres structures. Elle a lâché les pompiers de Paris, pris une grosse décision quand même dans sa vie pour s'engager pleinement dans le judo. Elle est devenue marocaine et finalement en 2015, donc presque 10 ans plus tard ou 8 ans plus tard, elle est revenue toquer à la porte en disant qu'elle aimerait bien retravailler avec moi, notamment autour d'une phrase, je me rappelle encore, j'étais surpris un peu de ce retour, parce que c'est assez rare, une athlète qui quitte un club pour y revenir. Elle m'avait dit t'es le seul qui m'a dit un jour que je pouvais faire une médaille mondiale. Et elle m'a dit j'aimerais finir le chemin là où un peu je l'ai commencé, et dans le haut niveau, et avec cette conviction que je peux faire cette médaille mondiale. Et j'ai vu vraiment une athlète qui avait évolué, qui est devenue professionnelle, engagée, rigoureuse et avec un vrai projet mondial et olympique. Et donc ça collait totalement à ce qu'on voulait faire. Et j'ai accepté vraiment avec plaisir parce que je crois vraiment que c'est un défi qui est réalisable, quoi. Donc là, Asma, je te demande de produire 5 répètes. Ok, 5 répètes. Il est possible que je t'arrête en te disant on s'arrête sur une répète, ok? Mais tu pars pour 5 répètes que tu essayes de faire le mieux possible voilà, sur ton coaching, aboutir à ton coaching, ok? D'accord? 5 répètes.
Intègre, si tu peux, un peu plus de situation de kumikata. Mets-toi un peu plus en situation réelle. Ça fait 5. Ok. Pour toi, sur laquelle répète tu t'es senti la plus efficace, la plus performante, la plus à l'aise? Troisième. La troisième. Tu es capable de resituer là, la troisième, de la ressentir? Tu étais où à peu près? Ça tombe où? Ok, ça tombe là. Ok, donc qu'est-ce que tu perçois de la... Replonge-toi dans la situation, qu'est-ce que tu perçois de la situation? Je ressens que j'avais bien le kumikata. J'avais un peu le coude, enfin, j'avais beaucoup le coude baissé. T'as le coude baissé. Ouais. Ok. Et quand t'as le coude baissé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu perçois? Je sens que déjà il est fixé. Il est fixé. Ouais. Donc quand t'as le coude baissé, il est fixé. Ok. Et je peux en fait vraiment je peux le driver. Et tu peux le driver. Donc quand tu es. Il peut pas se driver tout seul, c'est ok, et tu peux le driver. Ouais. Donc quand tu as le coude baissé, tu peux le driver. Qu'est-ce qui se passe après? Après, comme je peux le driver, c'était beaucoup plus facile pour moi en fait de chercher cette réaction, de le pousser un peu et le revenir. Tu peux chercher cette réaction. Ok. Ouais. J'ai une tendance à mettre une action où je vais le reculer 5 jours et la ramener. D'accord. Et la ramener. Et donc quand tu as le coude baissé et que tu peux le driver, qu'est-ce que tu perçois en toi? Je sens que je suis plus en sensation. Tu es plus en sensation. J'use moins d'énergie. Tu uses moins d'énergie. Et quand tu uses moins d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Donc tu es ici, tu as le coude baissé, tu peux le driver. Je trouve qu'il y a moins, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et quand il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas d'erreur? Il y a quoi à la place? Il y a Ippon. Il y a Ippon. Il y a Ippon. Ok. Ok. Il y a Ippon. Il y a Ippon. Il y a un score. D'accord. Donc on va repartir sur une deuxième série. Sur cette deuxième série, on se concentre sur ça, sur ça. Donc on baisse le coude. Et il y a, je le drive, je peux le driver. Il y a sensation. Ok. On s'imprègne de tout ça. Ok. Sensation, on drive, coude baissé. Allez, c'est reparti pour. Stop, stop. Je vois ta tête qui fait ça comme ça. Il est bien celui-là? Oui, je l'ai aimé. Tu l'as aimé celui-là, hein? Oui. Hein, tu l'as aimé. Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans celui-là? Qu'est-ce que tu as perçu? C'est que j'ai vu que je ne me suis pas agacée. À un moment donné, sa jambe m'a bloqué. Ok, là, j'ai repoussé, remis. Alors, donc, tu t'es pas agacé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Derrière, en fait, tout de suite, j'ai repoussé. Ouais. J'ai repoussé, en fait, il y avait une solution, elle ne venait pas, j'ai cherché une autre solution. Ok. J'ai repoussé, puis là, c'était fluide. Donc, quand tu as repoussé, après c'est fluide. Quand repoussé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu... Comme un arc. Lui, en fait, on dirait un arc. Comme si Ça fait comme un arc. Ok. Donc quand tu pousses, ça fait comme un arc. Et quand c'est comme un arc, c'est plus fluide, c'est ça? Ok. Action-réaction. Ma vision du métier d'entraîneur, elle est assez
elle est assez atypique, on va dire, ou aculturelle dans le judo. Parce que le fait est qu'on est issu d'un sport, c'est un art martial au départ, et avec une tradition japonaise qui envisage l'enseignement comme quelque chose de très perfectionniste, qui est fondé sur la rigueur de la répétition et pour aller chercher le geste parfait. Avec un enseignant, un maître, qui transmet à ses disciples, qui est porteur de la connaissance et qui transmet de manière un peu descendante, avec quelque chose d'un peu distant, froid et parfois même un peu dans l'esprit carotte-bâton, quoi, coup de bâton pour faire avancer, récompense, enfin quelque chose d'un peu conditionné comme ça, avec l'idée de la recherche du geste parfait. Assez rapidement dans ma carrière, je me suis intéressé aux sciences humaines et à la psychologie. Et mon métier de formateur m'a amené à développer ou à approfondir ces questions de psychologie, de relations entraîneur-entraîné, de pédagogie de la performance en quelque sorte. Et j'ai découvert le coaching au sens d'accompagnement humain et d'accompagnement au développement personnel de l'individu. Et j'ai vraiment développé depuis 2005 une démarche qui consiste à mettre la confiance en soi au cœur du processus pour l'athlète. Et plutôt que d'être dans quelque chose de rigide qui part de l'entraîneur porteur du savoir et qui amène un peu l'athlète dans le droit chemin, l'idée c'est vraiment de partir de l'athlète, de ce qu'il est, de comme il est, et de l'accompagner pour essayer de l'aider à développer son potentiel. Très concrètement, il y a un élément clé, c'est j'apporte pas les réponses, je pose les questions. Et en fait, c'est en questionnant l'athlète que je l'aide à construire sa représentation de sa performance, ou en tout cas de construire ses propres solutions. Donc ça, c'est un point central. Et ensuite, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça démontre un petit peu le type de méthode que j'emploie, et notamment l'idée que je ne suis pas là pour corriger des erreurs. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup d'entraîneurs, quand Asma elle répète des techniques, je ne lui dis pas mets le doigt plus haut, le pied plus bas, le pied à droite, le pied à gauche. Je ne suis pas là en correction de ses erreurs. Je lui demande de répéter les choses, et quand elle sent qu'elle a été efficace, quand elle perçoit j'essaye de l'aider par mes questions à ce qu'elle identifie ses facteurs d'efficacité, son propre mode d'emploi quand elle est efficace. Et donc ça part d'elle. Ça part d'elle en partant de l'idée qu'il n'y a pas un geste parfait, mais il y a son geste parfait à elle, ou en tout cas sa façon de fonctionner. Et je pars du principe que c'est l'athlète qui est vraiment porteur de son projet. Et par définition, en gros, ce qui fait ma marque de fabrique, c'est que pour moi, c'est l'athlète qui décide de ce qu'il doit faire, de ce qu'il veut faire et de comment il doit le faire. Moi, je suis plutôt là pour l'aider à prendre des décisions, l'aider à comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, par mes questions, et par aussi une relation où je pense qu'elle est en sécurité. Je ne la juge pas. Donc elle exprime beaucoup de choses, et le fait qu'elle puisse s'exprimer librement, c'est quelque chose qui est important aussi dans notre relation. Donc voilà un petit peu ma vision du métier, qui est un peu aculturelle dans le monde du judo, quoi. Donc moi c'est Damien Sacras, donc je suis au club depuis que j'ai mes 3 ans. Je connais Asma depuis qu'elle est arrivée au club, et je travaille avec elle sur la technique. Je suis également masseur kinésithérapeute sur Roissy-en-Brie et sur le club de Ponto sur certaines compétitions. Dans ta carrière de haut niveau jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu des modèles, des gens qui t'ont poussé vers le haut? Alors forcément, oui, j'ai eu des modèles. Moi, j'ai toujours été, on va dire, fan de sport. Donc, on va dire, j'avoue que je regardais depuis que j'étais petite. Il y a les jeux qui sont passés, à la télé. On va dire, chaque histoire atypique d'un athlète. À l'époque, c'était, je voulais finir dans une finale de 100 mètres. Moi, c'était pas le judo. Donc forcément, je peux vous en citer plein d'athlètes qui m'ont inspiré à l'époque. C'est resté vraiment spécifiquement en athlétisme, vraiment. L'histoire de Hicham El-Guerrouj, c'est un Marocain, donc voilà, déjà l'histoire d'Hicham El-Guerrouj, forcément, c'est un athlète marocain. Après, pas forcément de donner de nom, mais en fait, chaque histoire d'un athlète de niveau, elle est atypique. Elle est vraiment atypique.
il y a toujours quelque chose à en retenir, il y a toujours une aspiration à prendre. Donc forcément, oui. Il n'y a pas d'histoire ordinaire, en fait, je dirais. Il n'y a que des hommes qui font des choses extraordinaires. Donc, aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, tu as participé à cette Olympiade. Est-ce que tu t'es dit, j'ai enfin réalisé mon rêve? Alors, comme je le dis assez souvent, ouais, les Jeux Olympiques, c'était tourner autour du stade. Depuis que je suis petite, je regarde ça. Donc, c'était vraiment mon rêve, ça, c'était sûr. Et après, c'est là où je pense que j'ai pris une belle leçon. Une grosse leçon de vie, parce que, en fait, comme si derrière les Jeux, il n'y avait rien. C'est moi, depuis que je suis petite, c'est les Jeux. Vraiment, c'était une obsession pour moi, les Jeux. Même quand on me demandait, quand j'étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grande, travailler aux Jeux. Moi, je pensais carrément que c'était un métier où tout le monde... C'était vraiment ça. À 6-7 ans, je pensais vraiment que c'était un métier. Les Jeux. Donc après, avec le temps, j'ai compris ce que c'était les Jeux Olympiques. Et je pense que quand je suis arrivée aux Jeux et que j'ai pas réussi à réaliser tout de suite ce que j'y étais, et en fait, je dirais pas c'est mon plus mauvais souvenir, mais justement, des fois, en fait, on fait pas attention au chemin, mais on est tellement concentré sur la destination qu'on voit pas tout ce qu'on a fait. Et du coup, on n'est plus concentré sur le chemin que sur la destination. Et quand on arrive en fait sur la destination, en fait, finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien de si différent qu'un Grand Prix, un Grand Chelem ou un championnat du monde. Et en fait, on voit tellement ça différemment, les jeux. Et on se met des étincelles, que ça va être... Et en fait, c'est une compète comme une autre, tout simplement, sauf que ça représente quelque chose de éthique, parce que c'est le monde entier au même endroit, tout ça. Mais c'est vrai que Tokyo, on va dire... Rio, c'est mon rêve d'enfant. Et je dirais Tokyo, c'est vraiment mon rêve de grand. Vraiment... je pars avec beaucoup plus de maturité parce que, on va dire, j'ai appris pas mal de choses par ce chemin-là, en fait. Et donc, le conseil que je pourrais donner, justement, là-dessus, vraiment, par rapport à ce que je viens de dire et d'avoir vécu, parce que je peux le donner, ce conseil, je l'ai vécu péniblement et durement. En fait, quand on a un objectif, si on est trop focalisé dessus, donc sur vraiment de ce qui va y arriver, enfin de la destination, en fait, on voit pas tout ce qui se passe. Donc en fait, j'avais fait un périple, j'avais pas regardé le rétro de tout ce que j'avais fait en fait. Et c'était ça en fait, il fallait que je me nourrisse de ça et j'étais concentrée tellement sur les Jeux que peut-être ce jour-là, c'est pour ça que j'avais pas ramené de médaille et j'étais pas très bonne. On va revenir un peu sur les championnats du monde que tu as eu en 2017 et en 2018, donc Budapest et Bakou. Ça a été à la fois une performance incroyable, mais aussi douloureuse. Comment tu peux revenir sur cette performance? Qu'est-ce que tu as vécu, toi, dans ta tête? Alors déjà, vers le début, en fait, moi je pensais qu'après 2016, après Rio, je décrochais le kimono. Je pensais pas continuer en fait. Et je me suis rendu compte, après j'ai digéré un peu après Rio, les Jeux Olympiques, et en fait, tout simplement j'avais envie en fait de m'entraîner encore. Je vois que je suis encore en forme parce que j'ai commencé tard le judo. J'avais encore faim. Quand le kimono me manquait, je me suis dit pourquoi je ne recommencerai pas une année. Donc je me suis dit allez, on va jusqu'à encore 2017, on fait une année. Et là je vois que je fais des perfs, que j'étais vraiment pas mal, et que justement je mise jusqu'à une demi-finale et malheureusement pied du podium. Justement, je les avais là, donc du coup je me suis dit je repars encore sur une année. Donc ça va jamais s'arrêter. Hein. Vous allez me voir en 2024. Non, je plaisante. Et donc du coup, j'ai dit on repart sur une année encore. Et malheureusement, la dure loi du sport fait que je m'en remets là depuis tout doucement là, parce que je reviens justement de fin septembre du championnat du monde à Bakou. Je fais encore une belle je mets jusqu'aux demi-finales. Je fais une très très belle compète, encore mieux que celle de l'année d'avant. Maintenant, j'ai compris pas mal de choses. Il y a des choses qui me manquent, je pense. Avec du recul, je sais maintenant ce qui manque. C'est-à-dire que comment je dois être dans une demi-finale, donc vraiment très très haut niveau. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pars un peu avec du malus parce que je suis pas dans le piédestal comme les meilleurs mondiaux, parce que il y a plein de petites choses annexes aussi qui manquent. Donc je dois toujours être dans l'adaptation, dominer, vaincre, et des fois c'est assez fatigant. Donc il faut que ces dernières années qui me restent là, il faut que je réfléchisse différemment
pour encore être plus performante possible, quoi. Donc il me reste 2 Japon en fait. Championnat du monde au Japon et Jeux Olympiques au Japon. Donc 2 grosses compètes, elles se passeront dans le pays voilà, justement du fondateur du judo. Et il y a quelque chose d'incroyable aussi, c'est que tu as été la seule africaine à être dans le carré final. C'est quand même quelque chose de fou. Ça fait 2 ans de suite en fait que je représente carrément un continent. Donc c'est vrai que j'avais aussi cette pression-là. Il n'y avait pas que celle du Maroc. Je sentais que j'étais la seule africaine encore une fois l'année dernière et Budapest et Bakou. Voilà, j'étais la seule africaine encore dans ce monde. Voilà, forcément j'avais sur les épaules quelque chose d'assez. C'est pas toujours évident. Après, bon voilà, c'est un continent qui commence à venir tout doucement et ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de jeunes qui poussent derrière parce que forcément quand nous on fait une perf, donc les autres africains ils disent c'est possible, donc tous les autres pays ils y croient un peu plus. Donc forcément ça fait plaisir d'être un peu le leader pour d'autres. Et je regardais des fois aussi, quand on regarde le classement à la fin des championnats du monde, le Maroc se retrouve à la 25e place, je crois, sur plus d'une centaine énormément de nations. Pour toi, c'est quand même une fierté, c'est incroyable quand même pour la première fois. Aujourd'hui, je suis le meilleur palmarès du judo marocain. Déjà, c'est une femme qui le détient, c'est pour ça que je suis contente en fait. C'est même pas parce que c'est moi. C'est parce que c'est une femme qui tient le meilleur palmarès du judo marocain, donc ça fait plaisir. Je taquine les hommes, donc à chaque fois je les charrie, les athlètes hommes, en leur disant c'est une nana qui tient vous avez intérêt de faire mieux que moi, ou mieux que... Donc voilà, ça motive déjà les femmes marocaines, les sportives marocaines, que ce soit aussi africaines, mais c'est vrai que c'est une fierté, vraiment une fierté de laisser ce témoin, de laisser cette histoire, parce que bon voilà, le judo, enfin le haut niveau c'est ça, hein, c'est de créer une histoire pour que les autres s'inspirent, et derrière on décroche, puis d'autres suivent, donc c'est que ça finalement. Aujourd'hui, depuis tout le temps maintenant, tu combats sous les couleurs du Maroc. Vous n'avez pas forcément énormément de moyens par rapport à d'autres nations comme le Japon ou la France. Est-ce que c'est ce qui t'a emmené à te former dans la préparation physique et mentale? Très bonne question. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens que des grandes nations, ça c'est sûr. Donc en fait, quand on prend les pieds de la performance, il y a la prépa physique, la prépa mentale, la technique et la tactique. Alors c'est vrai que comme j'étais en manque de pas mal d'acteurs dans tous ces domaines, donc comme je me suis toujours adaptée. Alors du coup, j'ai fait des formations. Je dis je vais être mon propre coach pour la prépa physique, mon propre coach des notions dans la prépa mentale. Donc au début, je m'étais inspirée de beaucoup de travail que j'avais fait avec un préparateur mental qui m'avait beaucoup aidé en 2013. Et je dis pourquoi pas d'étudier, de faire des diplômes là-dedans. J'étais déjà diplômée en prépa physique. Je dis je vais encore continuer à faire des formations. Donc je me suis formée en psychologie du sport prépa mentale et puis aussi en PPNR, c'est préparation physique, récupération et nutrition. C'est des formations qui m'ont énormément aidée et vraiment qui m'ont aidé justement le fait que je sois une athlète un peu isolée, seule, à me gérer seule. Voilà, à quand même avoir assez de connaissances pour gérer ma carrière seule. Donc, et puis voilà, moi c'est vraiment la définition pour moi de l'intelligence, c'est de s'adapter. Donc du coup, le fait là, admettons par exemple un exemple, je pars au master et je vais partir au master seule, donc sans coach, sans personne, sans kiné, tout ça. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de faire une petite formation strapping, vraiment pour apprendre à bien strapper. C'est tout bête, mais à bien strapper mon poignet, à me sentir comment je le strappe au mieux, que ce soit mon genou, pour bien faire les choses en fait. Donc voilà, on apprend toujours. Voilà, il y a pas mal de petits détails de tout ce qui est autour, la préparation d'un athlète ou tout simplement tout le champ de la performance. On devient en fait un peu incollable parce qu'on étudie, on essaie de toujours tout savoir. Donc c'est très enrichissant. Et finalement, ça vaut aussi comme une médaille tout ça parce que je ne vais pas la comparer à une médaille ou quoi, il n'y a pas de mieux ou pire, mais en fait, je pense qu'en fin de carrière, j'aurai aussi ce bagage technique qui sont aussi dans ma tête et pour pouvoir justement être au mieux dans mon métier pour accompagner les athlètes que je vais accompagner plus tard. J'accompagne déjà. Aujourd'hui, on dit Asma, c'est l'une des plus physiques de cette catégorie. Est-ce que le fait, la préparation physique, tout ça, ça t'a servi et c'est le fait, tu t'es servi plus de la prépa physique contrairement à d'autres choses ou...
Déjà, en fait, je pense que ça doit... J'ai commencé le judo à 20 ans et moi, la préparation physique, j'en faisais bien avant que je fasse du judo. Et c'est vrai que ce qui m'a aussi... Parce qu'on en fait très tôt dans le sport de l'athlétisme. Et donc, c'est vrai que déjà, je suis une passionnée du corps humain, je suis une passionnée de l'anatomie, je suis passionnée de tout l'univers de la performance. Donc, forcément, ça aide. Et puis, j'aime ça, en fait. Je pense que la préparation physique, il faut vraiment aimer ça. Donc c'est pas une obligation. Même le jour où j'arrête de m'entraîner, où j'ai pas de compétition, il n'y a pas une fois où je m'entraîne pas. Moi j'adore ça. Je coupe rarement. Donc je prends toujours soin. Et puis je pense qu'aussi c'est ça le secret, c'est que j'ai ce petit courage de tous les jours. Donc je m'entraîne souvent et puis j'aime ça tout simplement. Et le judo, j'ai appris à aimer ça sur le tard. Je suis tombée amoureuse du judo vraiment sur le tard parce que j'avais besoin de me sentir bonne. En fait, forcément, quand on est bon dans quelque chose, on se trouve bon, donc forcément il y a une petite, on va dire, confiance qui va se faire. Je vais avoir confiance en moi. Donc du judo, j'ai eu du mal parce qu'au départ, j'ai commencé à 20 ans, et donc il fallait que j'apprenne tout ce qui est champ technique, tactique, tout ça. Donc au début, on était fâchés, on va dire. C'était pas encore ça, mais après, avec du temps, je commence à progresser énormément dans tout ce qui est champ technique, tactique. Alors forcément, oui, sur le tard, je suis tombée. Sauf que la préparation physique, ça c'est mon dada. C'est vraiment, c'est la forme du corps. Et puis moi, je pense aussi, il n'y a pas de bonne méthode. C'est les gens, j'ai fait une méthode, non. Moi, j'y crois pas. Je pense que la préparation physique, c'est que du bon sens. C'est vraiment connaître déjà tout l'aspect anatomie, comprendre la physiologie, qu'est-ce que c'est, biomécanique, tout ça. Après, vraiment, c'est du bon sens, vraiment du bon sens. Voilà. Et après, forcément, on a une méthode, on se l'applique, mais moi je suis vachement surtout le bon sens. C'est pas si compliqué ça, c'est juste comprendre comment ça marche, la machine, comment elle marche. Tout à l'heure, tu as pu nous parler que tu avais ouvert ton entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cela? Alors voilà, après les Jeux Olympiques de Rio, donc voilà, quand j'ai fini aussi mes formations, où ils étaient en cours, et j'ai ouvert un Mind Overmatter. Donc si je traduis, c'est l'esprit domine la matière. Donc mon Mind Performance. C'était, on va dire, c'était important pour moi parce que j'ai toujours fonctionné dans le double projet, forcément. J'ai toujours travaillé avec les pompiers, judo, et c'est vrai que j'ai toujours fait quelque chose avec ma carrière de niveau. Donc ça, je sais m'adapter, mon corps, mon esprit sait le faire. Après, c'est enrichissant pour moi. Donc voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'apprendre aussi, parce qu'au finalement, je leur transmets quelque chose, mais moi j'apprends d'eux. Voilà, j'ai des cadets, et, par exemple j'ai un jeune cadet aujourd'hui qui est justement pour 2024. Donc voilà, c'est vraiment l'avenir de 2024 des cadets, des jeunes cadets. Et moi, j'apprends beaucoup de lui. Donc, sa façon de réagir, je suis beaucoup à l'écoute. Et j'essaye vraiment de le rendre autonome. Vraiment le rendre autonome, et surtout qu'il comprenne qu'il est dans le cœur de son projet, vraiment. C'est pour ça que le mot coach, j'ai un peu du mal, ou entraîneur. J'aime bien le mot accompagner. Donc, moi, j'aime bien dire, je ne suis pas leur coach, je les accompagne. C'est leur projet, je suis là juste les accompagner pour les garder un peu sur le fil, et puis justement, c'est comme une formation qu'ils font avec moi, je les coach, mais je veux aussi qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire, pas juste faire les choses bêtement, en fait. Leur donner en fait le choix et la liberté d'apprendre eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, je ne sois pas là, ils soient pas perdus. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et donc tout ce qui est préparation mentale, donc voilà, par exemple j'ai Alex ou un golfeur et un joueur de tennis, par exemple. Déjà de voir d'autres sports, ça m'apprend à justement élargir mes connaissances sur tous les autres sports, leurs difficultés, et puis de les pratiquer, parce que pour essayer de comprendre. Et puis voilà, donc du coup, de les accompagner aussi dans tous leurs choix, et leurs décisions. Et puis il y a aussi, je pense qu'il y a une règle que que je m'applique et que j'aimerais m'appliquer surtout. Il y a la performance, c'est une chose, c'est bien, mais jamais je mettrai en péril sur l'homme ou la femme. C'est-à-dire que c'est eux en premier. Ça veut dire sur leur intégrité physique, mentale, morale. C'est-à-dire qu'il faut chercher la performance, mais pas que ça soit nuisible dans l'intégrité d'humain. Donc voilà, c'est eux. Et j'ai envie qu'aussi, quand ils finissent leur carrière, ça soit des gens heureux.
c'est pas il est champion olympique, mais derrière il est suicidaire et qu'il ne va pas bien dans sa vie, parce qu'on peut en trouver aussi. Mais de les accompagner justement pour prendre au mieux leur choix, de prendre conscience, puis aussi d'apprendre à se connaître eux-mêmes, parce que moi déjà j'étais mon propre cobaye. Donc, pour bien me sentir en fait, dans le haut niveau, j'avais besoin de me connaître. Et puis au niveau, il y a vraiment une phase où dans la performance ou dans les années, c'est là où on s'apprend mieux à se connaître, et surtout dans un tapis de judo. Donc voilà, pour faire le parallèle, c'est vraiment une richesse pour moi, parce que j'apprends beaucoup, énormément. Ça vaut plus qu'être assis dans une université ou quoi, je suis sur le champ. Donc voilà, des fois c'est fatigant parce qu'il faut que je sépare, quand je suis en compétition, de mes athlètes. Ça, j'arrive à le faire un peu plus. Mais voilà, c'est un vrai bonheur. Et il y a un truc qui est fou quand même, c'est que tu es athlète de haut niveau, tu as des journées hyper chargées quand même, et tu arrives quand même à pouvoir partager de ton expérience, donner de ton temps. C'est fou quand même. Ouais, c'est vrai, c'est fatigant. Je dirais pas que. Après, j'essaie de m'adapter au mieux. Après, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à me protéger de tout ça. C'est-à-dire que je fais moins de transferts. C'est-à-dire que voilà, il y a ma carrière de haut niveau, et puis bon, je suis sur plutôt la fin que le début. Il y en a qui sont sur leur début, et il y a mes athlètes, voilà, que j'accompagne. Et du coup, je sais que je vais lever le pied par rapport à ma société la dernière année des Jeux, parce que j'ai besoin aussi forcément de penser aussi à ma carrière, parce que si on est un peu partout, ça ne marchera pas. Donc je pense que la dernière année, justement, j'espère vraiment pouvoir trouver des partenaires, des sponsors qui pourront m'aider sur la dernière année, puis m'aider maintenant, hein. Ça serait bien, vraiment. Mais pour l'instant, je ne me pose pas la question, en fait. Voilà, il faut travailler, je travaille et je ne me pose pas la question. Donc voilà, je suis quelqu'un qui ne me pose pas des questions. Donc je pars le matin, c'est comme ça. Après, j'ai essayé de prendre plaisir, parce que, on va dire, on m'a toujours dit choisis ton métier, tu ne travailleras jamais de ta vie. C'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai fait pompier de Paris, c'était un bon métier. J'ai pas fait quelque chose que j'aimais pas, et là aujourd'hui je suis avec des athlètes, même si c'est difficile, ça reste quand même un métier honorable que j'aime en fait. Donc tes futurs objectifs, c'est les Jeux Olympiques? Alors mes prochains objectifs, Tokyo, hein, championnat du monde avant. Donc voilà, on va passer étape par étape. Donc à long terme c'est les Jeux, les championnats du monde, mais il y a court terme le master, donc qui va être bientôt. Alors un conseil que je peux donner à tous les petits futurs champions, donc que ce soit des jeunes, peu importe le sport, soit le judo ou peu importe le sport, déjà vraiment être sûr qu'on aime ce sport-là. Donc vraiment c'est nous, ça vient de nous, apprendre à se connaître déjà par rapport à ce sport-là, et puis tout simplement croire en ses rêves, vraiment avec abnégation. Donc on ne devient pas champion juste en disant que je vais devenir champion. Je dirais même c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Ça c'est vraiment ma phrase, parce que j'ai été inspirée que 10%, mais derrière il y a eu 90% où j'ai eu beaucoup de sueur. Donc voilà, c'est le petit courage de tous les jours. Donc voilà, c'est le petit courage. C'est pas la peine d'en avoir un gros une fois tous les 2 mois, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis normalement ça devrait marcher. Regardez, la preuve.